Ils l'ont enfermé dans un cachot sans savoir pourquoi, subissant la faim et les humiliations. Mais l'esclave a entraîné deux pouvoirs que personne d'autre ne pouvait maîtriser, ainsi que des créatures que les autres avaient jetées à la poubelle. Lorsqu'il réussit à s'échapper, tout le monde redoute les conséquences. Cependant, pour savoir comment il en est arrivé là, à se sentir comme un étranger, sans souvenir et comme un esclave faible, nous devons revenir un an en arrière. Don Guacchino nous raconte l'histoire du petit Fan qui a tout perdu lorsque le clan de sa famille a été attaqué lors d'un massacre, où il fut le seul survivant. Cependant, grâce à cela, il est passé d'un enfant faible à la reconstruction de son village afin de regagner le respect des autres pour ses parents et les fidèles qui le suivent. Pour cela, il doit quitter la cultivation en voyageant des montagnes obscures vers la ville à l'aide de ces créatures gigantesques qui grandissent avec leur maître, connus sous le nom d'animaux spirituels. Pendant ce temps, ces jeunes collecteurs qui font confiance à leur maître l'accompagnent à travers leurs terres, laissant derrière eux les belles femmes et arrivant jusqu'à la civilisation, qui se combinent parfaitement avec des créatures de toutes sortes et qui, selon leur puissance, sont classées par rang de D à A. C'est pourquoi, le lendemain matin, en lançant le tournoi pour voir qui est l'homme le plus fort, dans les gradins, les autres essaient de mépriser le nouveau cultivateur qui est descendu des montagnes. Un villageois qui n'a pas sa place parmi l'élite des Rangas. Pourtant, certains le perçoivent différemment. Un enfant qui, en ne vendant que du poisson, sans parents, a réussi à fonder une secte entière. En plus d'avoir une grande affinité avec les animaux spirituels, c'est pour cela que ses disciples le respectent. Et comme il est le premier combattant, il se présente avec ce qui est le meilleur spectacle. Les gens commencent par se moquer, mais en voyant une baleine géante remplir tout l'endroit, il reste silencieux. Son rival tente aussi d'agir en invoquant son singe colossal, moins impressionnant. Mais un combat d'une ampleur biblique commence, où chaque coup des géants se fait ressentir dans le public tandis que leurs maîtres se déchirent entre eux. Les spectateurs sont très calmes et excités. Malgré ces niveaux de puissance, l'intensité de l'eau contre le feu commence à monter jusqu'à ce que le maître amplifie les flammes de sa bête. Le prota est en difficulté cependant, 10 ans d'entraînement et sa confiance le pousse à chercher le moment parfait pour son ascension. Un état où la baleine, apparemment normale, devient invincible, se nourrissant des attaques pour les recracher avec encore plus de force. La bête singe semble y résister, mais en réalité elle ne le peut pas, elle finit par être domptée. Pendant que le prota profite de sa première victoire. Cependant, soudainement, une aura sombre commence à transformer son animal de compagnie en la baleine putréfiée. Une monstruosité qui, sans réfléchir, dévore une grande partie des gradins dans un chaos où le prota ne peut plus la contrôler et finit aussi par être dévoré. Pendant ce temps, la dernière chose qu'il fait est de se remémorer la vie avec ses parents. Comment il a grandi aux côtés de son animal de compagnie et a reconstruit son clan, jusqu'à maintenant où il perd à nouveau tout, même son héritage se retrouve dans une situation encore pire et irréversible. Et c'est ici qu'un vieux maître lui dit que sa baleine est arrivée à cet état à cause d'une possession, un rituel interdit d'il y a des années pour conspirer contre lui. Cependant, il s'en chargera et lui donnera une chance en prenant le corps d'une personne qui sera sur le point de mourir 1 an après cet incident afin qu'il puisse recommencer à zéro. Il se réveille ainsi dans le corps d'un petit esclave faible qui fuyait ses ravisseurs. Mais ce n'est que maintenant qu'il commence à assimiler un peu ce qui se passe, alors qu'il finit par être capturé et ramené dans son cachot. L'effort pour devenir la secte de rang A n'a servi à rien. Mais il ne peut pas abandonner, alors pour l'instant il veut voir ce qu'il peut invoquer en recevant une leçon d'humilité. Il se retrouve donc avec un chien en peluche et un démon, mais c'est un cactus faible dont la plus grande capacité du chiot est d'uriner là où rien n'a encore été uriné. Sa situation est triste lorsqu'un garde apparaît pour l'emmener auprès de la femme qui l'a enfermé. La respectée demoiselle Bei, qui l'attend dans une pièce assez luxueuse tout en l'appelant Liu. Il semble que l'ancien propriétaire de ce corps ait tenté d'agresser sexuellement une femme en mettant quelque chose dans son verre. Donc ce qui est étrange, c'est qu'elle le laisse encore en vie, et c'est parce qu'elle s'est sentie tellement humiliée qu'elle ne pourrait pas simplement le tuer pour être satisfaite. Elle va le garder enfermé à vie dans un état exagéré de sa mission, où elle pourra l'abuser quand elle le voudra. Évidemment. Question suivante, dit le protagoniste. Évidemment, le protagoniste accepte une telle bénédiction, mais pas pour l'instant. Donc, pendant que la fille continue la conversation, il commence à se libérer. Mais elle ne lui a jamais permis de partir. Et c'est là qu'elle montre l'animal de compagnie épique qui a un serpent enflammé, comme sa maîtresse, qui attaque avec beaucoup de force. Est-ce que cela suffisait pour punir son esclave? Son aura a changé, et malgré les rires suscités par ses animaux de compagnie, elle attaque à nouveau. Et ici, Liu se concentre et ordonne au chien de suivre son plan, car cette peluche avance là où elle pourrait facilement être dévorée.
Mais l'affinité du protagoniste avec ces créatures est incroyable. Il parvient à faire esquiver le serpent à l'animal, le faisant mordre la poussière à maintes reprises. Un animal de compagnie à peine plus grand qu'un chien ordinaire. Pendant ce temps, Liu fait en sorte que le cactus commence à prendre de l'élan, accumulant assez de force pour donner un grand coup à la vipère. Pendant qu'elle s'enroule autour d'elle avec ses fouets, elle y va et est surprise qu'il contrôle 2 animaux de compagnie en même temps. Et même si le serpent est fort, il finit par être soumis pour l'attaque finale. Classa du chien. Uriner là où ce n'est pas encore uriné. La fille, en colère et dégoûtée, finit par élever son animal de compagnie à l'échelle de feu sans se retenir. Là où les petites ne sont plus des rivaux, ils finissent assez gravement blessés. Et le protagoniste, inquiet, se retrouve sans force au bord du lac, se demandant s'il va mourir à nouveau. Du moins jusqu'à ce qu'un petit poisson-chat. Et pendant que la fille nettoie les restes de la bataille, le protagoniste réapparaît, se moquant d'avoir pris le seul poisson-chat de l'étang et probablement le seul du continent. Puisque la fille lui dit que même s'ils peuvent devenir des baleines invincibles. Après l'incident d'il y a 1 an avec un professeur dévoré par un animal de compagnie, ils ont exterminé cette espèce. Le héros, furieux, sait que les créatures n'en étaient pas responsables. Elle, ne comprenant pas sa colère, lance une autre attaque mortelle. Cette fois-ci, Liu change complètement la donne. Pendant qu'il bloque la fureur du serpent avec son corps, il permet au petit poisson, grâce à sa position, de dévorer le serpent. Un pauvre faible dont la seule qualité est cette capacité à absorber. Et le protagoniste ? Face à la jeune fille, il lui dit qu'il va partir maintenant, la laissant sans voix, mais il envoie tout de même ses hommes et de nombreux loups à sa poursuite. Bien que blessé, le protagoniste utilise habilement son animal de compagnie pour sauter d'une falaise vers un lieu sûr. Les recherches du lendemain se terminent et la jeune fille se sent plus humiliée que jamais. C'est alors que son frère apparaît avec prestance. Après avoir entendu l'histoire, il est en colère car on a emporté son poisson-chat presque éteint. Elle l'interroge sur la spécificité de la créature, mais en vain. Un poisson ordinaire que même elle, avec une attaque faible, aurait pu tuer avant de dévorer son serpent. Le vrai problème, c'est que quelqu'un ait pu le dompter. Le seul qui pouvait faire ça est mort il y a 1 an, donc c'est curieux, et il doit s'en occuper. Pendant ce temps, le protagoniste, sachant qu'ils ont maintenant la réputation de bêtes sinistres, a une nouvelle chance d'atteindre le sommet. Alors il se dirige rapidement vers un village voisin, cherchant une auberge où il pourrait acheter un animal de compagnie pour se déplacer. Toutefois, quand il cite le nom de son clan, le marchand ne le trouve pas sur la liste. Pendant ce temps, il attire l'attention, sa secte ayant été rayée des registres il y a quelques mois. Et il ne peut pas acquérir de familier de bonne qualité, il est donc obligé de dompter une bête sauvage, dans ce cas un cochon. Ce qui est assez compliqué, tandis qu'il réfléchit, tout comme le commerçant. Il lui disait que sa secte, après l'incident, avait perdu de son prestige et était passé du grade B qu'il avait construit à un rang D, déclinant au fil des mois, au point qu'on ne pouvait même plus la considérer comme une secte. Malgré tout, le protagoniste avance pendant que nous retrouvons cette femme qui est en train de préparer à manger pour certains des subordonnés qui restent encore du pavillon. Lingzhou cependant, il prépare de très bons plats alors que la situation économique n'est pas la meilleure. Pendant ce temps, Liu fait une halte dans un service pour animaux afin de soigner le cactus et le chien tout en prenant le dernier médicament qu'il reste. Cependant, un bandit apparaît ici en réclamant qu'il paiera 3 fois plus si on lui donne l'objet à lui. Le commerçant refuse et on est presque sur le point de se battre. Si ce n'était pas parce que le type reconnaît Liu comme un ancien compagnon, cela lui permet d'apaiser la situation pendant qu'il découvre comme l'ancien propriétaire du corps. C'était un bandit plutôt alcoolique, acquérant justement cette résistance à l'alcool qu'il n'a jamais eue. Alors le type s'endort profondément et Liu en profite pour libérer une esclave qu'il avait avec lui. Cependant, alors qu'il poursuit son voyage à la recherche de ce qu'il reste de ses amis, la petite semble le suivre. Pendant ce temps, allons à la Septa où l'on voit déjà des gens profiter de la situation. Une bande apparaît et s'approprie tout, estimant qu'ils ne méritent pas un endroit aussi bien. Des incompétents de rang D. Cependant, Duan, le nouveau chef, leur résiste avec ce chat d'ombre. Malgré sa petite taille, il a surpris tout le monde en mettant 3 familiers hors d'état de nuire, simplement grâce à sa vitesse. Cependant, quand le type devient arrogant, il se déconcentre. Sans la vigilance du chat, la fille aurait été blessée. Le problème, c'est qu'Emma, c'est le félin qui finit par recevoir la morsure, et c'est assez grave. Le protagoniste arrive à son ancien foyer et constate sa détérioration en seulement 1 an. Et lorsqu'il se rend compte qu'il n'y a pas de gardien, il s'agite et avance pour finalement tomber sur l'animal de compagnie de Duan qui se fait écraser. Son maître est complètement dévasté en la voyant agoniser, suppliant qu'elle ne l'abandonne pas. Après avoir éliminé tous les animaux du lieu, la bande reçoit sa récompense. Cependant, soudainement, un étrange liquide jaunâtre frappe leur créature, tandis qu'un inconnu apparaît pour défier la racaille. Cette présence rappelle-t-elle quelque chose à Gulin ?
Cependant, lorsqu'il envoie sa peluche attaquer le chauve, ce dernier se moque de lui, ne s'attendant pas à ce qu'il combatte son lézard comme s'ils étaient de la même taille. Il parvient même à le frapper de manière mortelle. Le manque d'expérience de la bande les empêche de réaliser combien les animaux de compagnie s'affaiblissent lorsqu'ils se laissent uriner dessus. Cependant, leur envie de conserver le lieu les aveugle. En invoquant plus de bêtes que le protagoniste, il les emmène dans un endroit plus ouvert. Comme les animaux de compagnie passent en premier, leur maître arrive après eux. La capacité du poisson-chat a déjà consommé la plupart des animaux de compagnie nécessaires au protagoniste, laissant ses rivaux sans rien pour attaquer et perplexes quant à sa possession d'un poisson-chat. Ils ont été exterminés, ne laissant que l'option de fuir. Goulin apparaît pour remercier son héros, s'émouvant en la voyant, bien qu'il se présente comme Liu, car avant de révéler son identité, il doit savoir qui l'a trahi. Malgré la méfiance des autres, la jeune fille lui accorde sa confiance. On sent la frustration chez tout le monde, Sturge, et surtout la colère chez Douane, le frère de Goulin, à cause de sa perte. Liu lui-même sait à quel point il tenait à l'animal depuis le jour où il avait pour mission de le retrouver. Sa motivation s'effondre complètement. Il dit à tout le monde qu'il va quitter la secte, car sans animaux à s'occuper, cela n'en vaut pas la peine. Le prota sait qu'il a été le premier à faire confiance à son pavillon et le plus loyal jusqu'à présent. Il tente donc de l'arrêter, mais promet de l'aider à tout reconstruire malgré tout. Son apparence n'est rien d'autre que celle d'un inconnu qui se croit maître. Ils n'ont pas besoin de sa compassion. Ce type n'a plus la morale pour rester ici, et Liu non plus ne peut pas l'arrêter. Gulin veut qu'ils continuent à réaliser les souhaits de leur maître, mais Douane répond qu'il est mort. Ils sont en déclin depuis 1 an, croyant que tout va bien. Sans lui, ils ne sont rien. Des paroles fortes qui touchent les autres, qui ressentent aussi la frustration et décident eux aussi de quitter la secte. Ils sont fatigués, s'arrêtant une dernière fois devant la porte pour dire adieu à ce qui fut leur foyer. La fille, seule à garder espoir, est ignorée. Le protagoniste a seulement besoin de temps pour tout arranger. Il ne peut pas leur dire qui il est vraiment, mais il supplie pour qu'ils ne l'abandonnent pas. Ici se termine l'histoire, alors que le pavillon encaisse un nouveau coup dur. Déjà délabré, le voilà désormais vide. Cependant, comme toujours, après la pluie, quelque chose de meilleur s'annonce. Le prota touche le fond et c'est pourquoi il demande à Goulin de reconstruire avec lui, une fois de plus, l'héritage de la secte. Il veillera à ce qu'ils atteignent ensemble les sommets. Mais pour devenir les plus forts du monde, il a besoin d'elle à ses côtés. On peut voir la détermination sur son visage. Cependant, nous arrivons à la fin de ce 2e épisode d'un nouveau donghua actuellement en diffusion. Une animation folle, aussi puissante qu'inconnue. C'est une histoire pas très compliquée sur le parcours du héros méprisé, faible, qui cherche à atteindre le sommet parmi les puissants de rang A. Mais elle devient tellement agréable à regarder que je vous recommande de la voir en entier pour son spectacle visuel et son côté épique. C'est une autre série chilienne qui vient s'ajouter à la liste de celles qui posent leur empreinte sur ce qu'il est possible de faire en animation. Avec des combats aussi brutaux entre les bêtes et leurs maîtres, avec une fluidité que beaucoup de titres populaires du Japon pourraient envier, même dans les moments plus calmes, la série continue de se démarquer. Comme vous le savez, les donghua sont les préférés sur cette chaîne. Et plus il sortira de séries de ce style, avec l'épopée de voir un chien nain contre un serpent, plus je les résumerai pour vous sur cette chaîne. J'espère que vous avez autant aimé la série que moi. Et dès que nous atteindrons les 2500 likes, je vous apporterai la prochaine partie de ce donghua fantastique. Abonnez-vous pour ne pas rater la sortie. Et pendant que nous avons plus de chapitres de ce donghua, je vous laisse avec une autre de ces histoires qui est vraiment très bonne et assez méconnue. Une ville contemporaine où le progrès de l'humanité nous a littéralement menés exactement à la même chose qu'aujourd'hui. Mais en cohabitant avec les extraterrestres les plus hallucinants de l'univers, mais aussi très dangereux, des bêtes si colossales que de grands héros sont apparus pour s'en occuper. Alors, par un lundi après-midi tranquille, Behemoth peut surgir et écraser quelques enfants qui se trouvent là. Et c'est là que doit intervenir la Ligue des héros les plus puissants, du moins jusqu'à ce que nous rencontrions le membre le plus faible, Jacen. Tous sous les ordres de cette copie de Homelander avec un pouvoir abyssal. Un spectacle incroyable, mais pas tant pour des personnes comme la protagoniste Menke, qui ignore tout cela en menant une vie de routine très ennuyeuse. C'était ainsi jusqu'à ce que le chaos frappe à sa fenêtre. Un héros qui, en la protégeant, lui fait croire qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. Un parasite s'échappe du pendentif et infecte le corps de la fille, lui donnant une condition aléatoire. Et en fait, si elle vient à s'ennuyer d'une manière ou d'une autre, le parasite commencera à lui dévorer ses organes, un peu son sang, jusqu'à la mort. Une nouvelle incroyable pour une salariée de bureau, presque dépressive, qui décide d'accepter son destin. Yazen est clair sur sa responsabilité. Quand elle lui dit en plaisantant qu'ils devraient échanger leur vie, cela ne se passe pas comme prévu. Nous verrons bien puisque nous avons Vignano.
le jour où il n'a pas été vaincu, prenant des employés et le patron en otage. Malgré un combat au corps à corps acharné, le protagoniste est entravé par la nécessité de protéger Menk. Plutôt que de rester inactif, il se met à distraire l'ennemi qui recherche un robot doué d'intelligence artificielle. Et même si tout le monde accuse la fille à cause de son apparence de personnage non-joueur, le vrai chef apparaît derrière, comme un robot parfait pour emmener l'ennemi dans le vide. Cependant, celui-ci finit par tirer Menk et le protagoniste dans une séquence épique, et le premier à atteindre le sol. Il se prépare juste pour les laisser tomber de la manière la plus inutile, laissant la fille dans le coma, qui voit toute sa vie ennuyeuse défiler devant elle. Et c'est ici que tout change, car elle prend le protagoniste comme esclave. Après tout, ce héros s'apprête à remplir sa vie d'aventure. D'ailleurs, il se prépare à démissionner. Pourquoi continuer à travailler? Il se moque de tous les salariés de son collègue le gros. Juste pour arriver au bureau et voir le protagoniste nettoyer les vitres. En fait, la vie d'un héros n'est pas ce qu'elle paraît. En fait, manger comme ils l'ont fait jusqu'à présent et dépenser vient de ses propres économies à elle. Le type est à 2 doigts de vivre sous un pont, car parmi les héros, c'est celui qui a le rang F le plus parfait. Et même s'il est vrai que la différence de gravité lui donne une grande force et vitesse, il les utilise simplement pour porter de lourds paquets. Donc pour l'instant, il reste chez Menke, tandis qu'elle doit évidemment continuer à travailler. Donc le prota doit enquêter légalement sur ce qui se passe. S'il laisse mourir cette humaine, ce ne sera pas bon pour lui. Le mieux est de trouver de l'argent pour la garder en vie. Mais les missions du guild qu'il choisit, plus difficiles, peinent bien en échange de littéralement risquer sa vie. Même ainsi, cette dynamique qu'ils créent tous les deux les amuse, surtout lorsqu'ils sont en danger de mort. S'exposer face à des robots extraterrestres surdoués ressemble à un jeu allant jusqu'à passer aux informations, bien qu'en arrière-plan. Mais quand vient la routine du travail, il ne souhaite que mourir. Menke trouve l'astuce. Avant que le patron ne lui crie dessus, il remet tout son travail terminé et rentre chez lui. Cependant, ce n'est pas totalement magique, car le protagoniste reste pour veiller sur la fille afin qu'elle ne meure pas la nuit, au cas où le parasite l'attaquerait. Il voit des inconnus entrer dans la maison. Et il s'agit de ces mêmes robots humanoïdes, dotés d'intelligence artificielle, qui semblent chercher quelque chose et à cause desquels ils doivent s'enfuir. Cependant, Menke cache le fait que, lors de la dernière mission, il a été littéralement attrapé avec la tête de son patron. Elle l'a gardé pour elle, résolvant tous ses problèmes professionnels. Cependant, ils en sont devenus dépendants. Et pour qu'elle ne meure pas, le prota s'infiltre dans son travail pour extraire au moins l'intelligence artificielle vers un ordinateur. Sans savoir que c'était un piège tendu par le millionnaire Wang qui était derrière tout cela. Car le type sait que Menke a gardé quelque chose dont il a besoin. Et il menace Jansen de le récupérer sans problème, sinon il révélera son secret. Pendant 2 jours, il cherche en cachette de la fille, qui a évidemment tout entendu. C'est pourquoi, lorsqu'elle se rend compte qu'on la surveille directement, Wan devient son patron. La même fille essaie de parvenir à un accord en demandant en échange de la puce sa propre intelligence artificielle pour le travail. Cependant, ces robots ont d'abord besoin de tests. C'est ainsi que Juan l'a fait passer pour lui devant son propre père. Littéralement, le vieux est surpris que son fils crasseux soit maintenant si parfait. Il n'est pas otaku, il ne se masturbe jamais. C'est fou, au point que ça commence à devenir étrange. Et le vieux veut juste retrouver son vrai garçon, ce qui touche Jean qui y croit, parce que ce vieux est aussi une intelligence artificielle. C'est faux, son vrai père ne l'aime pas. Exaspérée par l'absurdité de la vie, elle fait une hémorragie importante et est hospitalisée. Pendant ce temps, Yasen reçoit de mauvaises nouvelles. Il a énormément négligé son travail, à tel point que son rang est inférieur à celui d'un gros otaku de niveau 6 cents. Les choses changent. Il reçoit désormais des missions plus accessibles, tout en créant des passe-temps pour garder cette femme en vie. Wan, retiré de sa vie de millionnaire, poursuit son rêve de devenir chanteur malgré son manque de talent. Et c'est ici que la nouvelle mission du prota apparaît, couvrant cet immortel qui est à la recherche du sens de la vie. Donc la chose la plus logique est de l'emmener avec des gens qui ont réussi. Mais les humains sont souvent très superficiels et quand ils rencontrent un obstacle, ils restent bloqués trop longtemps. Comme on le voit quand le protagoniste soulève 300 kilos avec un bras et finit par gâcher le rêve de plusieurs personnes. Le vieil homme attire son attention avec une annonce en 2 étapes pour trouver le sens de la vie en se dépassant. En rencontrant un autre humain superficiel qui te sort un discours de motivation pour ensuite te vendre son cours en ligne en 2 étapes simples. Beaucoup de marchandises, une arnaque évidente, l'immortel veut partir et laisser une très mauvaise note au prota. Une blonde interrompt la scène avec l'intention évidente de voler le riche. Elle élimine facilement tous les gardes. Et elle maîtrise le protagoniste, qui, bien qu'il soit fort pour les humains, est un perdant au niveau de sa propre race.
Littéralement, cette femme contrôle les objets à volonté, ce qui la rend invulnérable aux projectiles, aux pièges, à tout. Ainsi, lorsque Janssen se libère de la pierre et que l'enthousiasme gagne l'assemblée, il demeure néanmoins mesuré. C'est là qu'il cherche un plan B. L'escroc communique avec la Ligue. Manque refuse de s'exposer au danger, laissant les gardes s'en charger. Ils font de leur mieux, mais la blonde les punit un par un. Alors Janssen décide de tout miser sur un plan où Menke distrait un peu la fille avec le dispositif qui ne fonctionne pas. Juste pour que Janssen utilise son téléphone portable et que la fille puisse demander de l'aide au chef des héros de cette ville. Et il faut le dire, cela change complètement le cours de la scène avec une entrée épique sur les lieux. Un vieil homme en costume qui, d'une seule main, tient la fille en laissant l'escouade de nettoyage tandis qu'elle l'emmène la punir ailleurs. Malgré tout, Van Mei, après ce chaos, fait preuve de courage mais refuse de l'admettre elle-même. C'est là qu'une nouvelle attaque du parasite l'endort, et l'assistant de Wan lui prépare une grande transfusion qui la stabilise. Pendant ce temps, Yassen en profite pour la calmer. Non seulement avec le paysage de la Terre, mais aussi avec le message qu'elle voulait entendre. Car dans un endroit comme la Terre, curieusement un sens est suffisamment inclusif pour ne pas faire de différence entre les forts et les faibles. Au final, peu importe qui, tout le monde a son moment. Situation excitante pour les deux, où Menke décide de faire le premier pas avec ce baiser dans un moment assez bizarre. Ce qui les amènerait à rendre leur relation plus profonde, bien que très tendue. Puisque le contact devient plus gênant, même dans ce cas, la femme commence à tout suggérer sur le plan sexuel. Et c'est grâce à Mo que la fille se calme et comprend que s'ils s'aiment, ils doivent en parler. Cependant, pendant qu'elle prépare une attention romantique pour la soirée, le prota passe une très mauvaise journée car il est de moins en moins utile dans sa ligue. Pendant ce temps, il ressent le mépris de ses soi-disant supérieurs. De plus, son chef l'informe qu'en raison de son classement actuel, il pourrait perdre sa licence de héros. C'est ainsi que la nuit tombe et Menke est heureux de la déclaration qu'il va faire. Il tombe alors sur un protagoniste épuisé, ignorant la situation et parfois feignant même de ne rien comprendre. Juste pour la surprendre avec la nouvelle que, voyant qu'elle est plus stable ces derniers temps, le mieux serait de déménager pour ne plus causer de problèmes. Menke, sans contexte, ne ressent que colère et frustration. Cependant, au moins, elle a quelqu'un sur qui se défouler, puisque l'immortel qui a encore besoin d'une faveur réapparaît. Le protagoniste l'accompagne sur une planète où les habitants ont une courte durée de vie, et cela les amène probablement à comprendre le sens de la vie plus rapidement. Des problèmes qui finissent par partir avec toute l'équipe pour voir des créatures qui consacrent leurs 3 mois de vie à aimer, naître, tomber amoureux, avoir des enfants et mourir. Quelque chose de très simple pour le vieux, mais qui émeut Menke, qui est à cette étape, tandis que Yassen l'ignore. C'est ainsi que nous partons avec Mo et Wan, qui trouvent une plante qui, lorsqu'ils la sentent, les plonge dans une illusion d'amour qui ne fonctionne pas parce qu'ils se dégoûtent l'un l'autre. Mais en la sentant seule, Menke attire tous les célibataires de la planète, l'entraînant dans une illusion avec ses idéaux d'homme à son service. Cependant, cela met sa vie en danger et Janssen essaie de s'interposer, mais la colère que la jeune fille lui porte l'en empêche. Rappelons que le prota lui a fait comprendre qu'il ne ressentait que de la responsabilité envers elle, mais pas d'amour. Heureusement, Mo lui donne un coup de main parce que le gars ne s'en rend pas compte et il sait que la solution est de rentrer à nouveau, de lui parler clairement et gentiment. Le problème est qu'il est en compétition contre des idéaux parfaits, ayant tous d'une manière ou d'une autre quelque chose du protagoniste. On voit pourquoi elle l'apprécie. Le souci, c'est que ces hommes-là sont parfaits, ils ne causent pas de tracas. Je sais qu'il essaie de l'impressionner en étant gentil, mais elle s'enfonce de plus en plus dans cette réalité. Il ne reste plus qu'à utiliser la violence. C'est toujours la solution. Du moins jusqu'ici. Apparaît le millionnaire avec qui il ne peut pas faire ça. Et quand il est sur le point d'emmener la fille, et par peur de la perdre, il dit tout ce qu'il pense, cette fois clairement. Cette nuit-là, il connaissait les intentions de Menke, au-delà de l'amitié. Mais toute la journée, il était un perdant. Ça ne lui donnait pas vraiment le moral d'accepter une fille qui le respecte comme un héros, en sachant qu'elle le surpasserait probablement en mentalité. Des mots qui touchent tellement qu'ils font que la fille détruit totalement l'illusion et maintenant elle est heureuse de ce qu'elle vient d'entendre. Elle dit un « je t'aime ». Curieusement, pour une fois, c'est réciproque, dans une scène digne d'un feuilleton romantique. Jusqu'à leur arrivée à l'appartement où le protagoniste ne fait finalement pas ses débuts. Car son ami d'enfance, par jalousie, finit par l'emmener sur sa planète d'origine, sans possibilité de communiquer avec la Terre ni avec Menke. Et en fait, c'est cet endroit, avec ses conditions extrêmes, qui a créé cette race surhumaine pour défendre toute la galaxie. Et maintenant, tous ces héros sont réunis pour une réunion importante, où leurs nouveaux grades vont leur être attribués, comme on l'avait déjà annoncé au prota. Et c'est parce qu'il a une note si basse, que si ça n'était pas pour une erreur un peu controversée,
qui a légèrement amélioré son score, il devrait retourner sur sa planète sans aucun moyen d'en sortir. Cependant, il peut désormais renouveler sa licence, mais avec un entraînement intensif, et dans laquelle sa fidèle amie Ruby décide de l'accompagner. Pendant ce temps, Menke, désespérée pour le héros, cherche des informations partout jusqu'à ce qu'elle trouve le garçon aux cheveux verts qui lui raconte comme Janssen. Il est désormais sur une île avec son ami d'enfance. Il l'a envoyé dormir, mais en lui laissant une mauvaise note comme héros, elle finit par le détruire, l'envoyant aussi passer son permis. Et ainsi passent les jours où le protagoniste doit subir les épreuves, étant le moins prodige de tous. Pendant ce temps, Menke essaie de vivre ses journées normalement, mais Janssen s'est un peu trop immiscé dans sa vie. Malgré la souffrance du protagoniste, c'est elle qui abandonne en premier, sombrant dans le coma en se remémorant le protagoniste. L'obsession de Ruby pour cette personne qui a plus de valeur qu'il ne le montre remonte à leur enfance. Lorsque tu étais choisi, si tu avais un grand pouvoir, tu devenais un héros. Mais si c'était une capacité inutile, on te laissait comme instructeur sur ta planète pour les nouvelles générations. Et c'est ici qu'une petite Ruby devait ressentir la frustration et le harcèlement de ne pas avoir de pouvoir. Cependant, le protagoniste, présent pour la soutenir et lui remonter le moral depuis des années, l'a conduite à obtenir finalement un pouvoir. Niveau S. Et ils ne font rien. Sa force mentale, c'est ce qui a fait de lui un héros. C'est pour ça que les épreuves lui coûtent encore beaucoup, parce qu'il n'a pas la condition physique. Ce qui est tout le contraire de son frère Joe, qui, comme nous l'avons découvert, a été l'un des plus grands héros de ces dernières années. Jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, et qui, curieusement, lui a donné le pendentif qui a lancé cette aventure. Cependant, lorsqu'il se souvient de son frère, c'est toujours positif. C'est pourquoi, en se rétablissant, il retente l'épreuve avec toute sa motivation, en débutant plutôt bien. Cependant, il décide de prendre un raccourci qui devient un enfer même pour les héros les plus forts. S'ils réussissent vite à passer, cela leur facilite grandement le chemin, mais leur esprit est totalement détruit. Ruby décide alors d'aller le sauver. Mais la surprise est que Yasen réapparaît quelques minutes plus tard de l'autre côté, portant la jeune fille dans ses bras. Sous les applaudissements et le respect des autres héros, cependant, Rudy sait vraiment ce qui s'est passé. Et en fait, le raccourci est un enfer pour l'esprit, selon la puissance du héros. Donc Yasen, littéralement, n'a aucun pouvoir, à part la différence de gravité que nous avons remarquée. Cet homme a dû vivre une vie très difficile, affrontant les meilleurs mondiaux. Mais voilà, la Terre arrive enfin. Menke est introuvable et doit passer une dernière épreuve pour récupérer sa licence. Il y a cependant une explication. Après le coma, Menke reçoit la visite de Mo, qui la trouve complètement rétablie, comme si rien ne s'était passé. Clairement, quelque chose a changé avec le parasite. Et comme Mo est fan de super-héros, elle décide de l'emmener dans son laboratoire, financé par Wan, pour lui faire passer une tonne d'examens. Ils découvrent une capacité à plier de petits objets. Pendant plusieurs jours, elle s'entraîne pour améliorer son esprit, mais sans grand changement apparent. Un jour, lors d'un épisode dépressif causé par le protagoniste, quelque chose s'éveille en elle, modifiant son pouvoir et lui permettant désormais de refaire les choses. Les objets, c'est-à-dire que ses émotions influencent sa capacité. Et c'est ce qu'elle commence à entraîner pour qu'à la fin, littéralement, elle détruise de grands objets rien qu'en y pensant. Pendant ce temps, Mo semble informer une personne mystérieuse de tout ce qui se passe. En fait, le plan de la jeune fille est de faire de Menke la nouvelle héroïne de ce monde. Pour cela, ils doivent se rendre dans un endroit isolé, un trajet de plusieurs jours. Et c'est la raison pour laquelle Yasen n'a trouvé personne. Cependant, Ruby et lui doivent maintenant se rendre à la dernière épreuve de la licence, les faisant passer par de nombreux lieux. Même changer de rang dans la vie, disons. Après toutes ces souffrances, ils se retrouvent en pleine mer où un mystérieux navire apparaît, avec rien de moins que la fameuse Armanche elle-même. Cette fois, ravi de revoir le protagoniste, difficilement reconnaissable avec sa nouvelle couleur, humble mais émouvant. C'est ici que survient le véritable rebondissement. Et en fait, ce n'était pas tout à fait une coïncidence, puisque l'allié de Mo, qui l'a conseillé sur le processus de cette fille. C'est Joe, le frère du protagoniste, qui apparemment est derrière tout cela et derrière une nouvelle rencontre qui aura sûrement beaucoup de choses à révéler. C'est ici que la première partie de cet anime nous laisse, avec tout le suspense. Mais heureusement, l'histoire continue. Et si vous voulez la deuxième partie, un objectif de 4000 likes et vous aurez cette vidéo mise en ligne sur la chaîne instantanément. Merci pour le soutien à la vidéo, j'espère que vous aimerez la série. Je vous laisse le nom et comme l'a dit mon père, je vous quitte.